Ah oui, j'ai dit une bêtise une bêtise sur cette question. Donc autant la corriger tout de suite parce que ça fait pas très sérieux. On reprend juste cette question-là avant de terminer avant de commencer le TD2. Dans cette question, peut-être ce qu'on peut faire, c'est tout virer, comme ça permet de reprendre la question à zéro et de ne pas voir la bêtise que j'ai pu faire. D'accord ? Ça, au moins, on part d'une feuille blanche, ça évite de dire des bêtises. Donc, on nous présente des données, vous vous rappelez, c'était des données où en fait, on nous donnait les taux de variation semestriels, donc semestre après semestre, du PIB allemand. Donc, il faut bien lire le 0,54% ici comme étant le taux de croissance entre le PIB en 2015 T3 et le PIB en 2015 T4. D'accord ? C'est comme ça. Et puis, quand on passe les uns après les autres, hein, c'est bien le taux de variation du PIB trimestriel, ou trimestre en trimestre, et il n'est pas annualisé. Et la question, c'était, on veut en fait, à partir de ça, construire l'indice base 100 2015 T4 des différents trimestres. Et donc, évidemment, pour faire ce calcul, ce qu'il faut, c'est simplement cumuler la croissance qu'on a sur tous les trimestres. Donc, il faut à chaque fois ajouter la croissance qui a eu lieu. D'accord ? Donc, typiquement, si on veut chercher à... Qu'est-ce qu'il faut écrire dans cette case-là ? Ce qu'il faut écrire dans cette case, c'est 100 multiplié par... là, c'est assez facile parce que c'est le premier point. Vous voyez, ça a augmenté de 0,91%. Donc, c'est 100 multiplié par 1 plus 0,91%. Ça, c'est la première case qui est ici. Dans cette seconde case, il faudra le multiplier par... Il faudra rajouter la croissance qu'il y a eu ensuite le trimestre suivant, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement cumuler les taux de croissance pour obtenir l'indice sur toutes les années. OK ? C'est clair ? Alors, dites-moi si c'est clair. Si vous regardez comme ça, soyez un peu péchu le matin. Faites comme moi, essayez de positiver. C'est clair ? C'est pas clair ? C'est pas clair ? Ah ! Vous voyez, je dis c'est clair, et si vous me dites non, je dis non, ça va pas. Donc, la formule Excel que vous devez avoir, vous voyez, c'est... Bon, on nous dit, voilà, on nous propose 3 solutions. La première, c'est $B3, d'accord, multiplié par 1 plus C2. Si on regarde cette formule, ok, bon, $B3, why not? On doit y réfléchir. Il y a un truc qui ne va pas aller dans cette formule, c'est le fait que le C2, donc qui correspond au taux de croissance, ici, d'accord, qu'on veut mettre là, le problème, c'est que comme il n'est pas indiqué en pourcentage, c'est pas marqué 0,91%, en fait, il faut le diviser par 100. Puisque sinon, évidemment, si vous mettez multiplié par 1,91, vous voyez, ça double le PIB, ça ne va pas aller. Donc, le problème de cette formule, c'est qu'elle n'indique pas C2 divisé par 100. Et puis, il y a un autre problème avec cette formule, et c'est justement indiqué par la suivante, c'est que ce qu'on veut, nous, c'est cumuler. Donc, si on met $1 ici, si vous cherchez à recopier, d'accord, vous allez toujours rester à la colonne B. Or, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est plus rusé et qu'on a vu d'ailleurs dans notre exercice, c'est que, en fait, vous voyez que la formule suivante, elle nous dit, mais on ne va pas mettre de $, devant le B3, on ne va pas mettre le $, devant le B3, ce qui fait que quand on va recopier la formule, elle va se transformer en C3 quand on va la recopier en D3, elle va se transformer en D3 lorsqu'on va la recopier en E3. Donc, précisément, elle est évolutive, cette formule. Elle permet de faire le cumul dont je parle. Elle va prendre la case, si on la recopie ici, elle va prendre la case qui est là, d'accord, et la multiplier par la case qui est là. La case qui est là, divisée par 100. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est faire un cumul. Donc, c'est une formule qui est récursive. C'est ça, en mathématiques, on va dire qu'elle est récursive. On va multiplier la case qui est immédiatement à gauche, que l'on vient de calculer, par la case qui est au-dessus, divisé par 100. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. C'est exactement ce qu'il faut faire, parce qu'en faisant ça, on fait le cumul. Donc,
Ça signifie que Excel est assez intelligent. Quand on rentre cette formule, il est capable de comprendre que la dernière case, il est capable d'agir de cette manière-là. En prenant la dernière case, là, hop, ça lui permet. Et il le fait exactement de cette manière-là, de manière évolutive, de manière récursive. Et donc c'est bien ça qu'il faut faire. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. D'accord ? Dans la réponse B, on divise bien par 100, ce qui est la bonne chose. Et puis en faisant B3, ça veut dire qu'à chaque fois, on prend la case qui est là, on la multiplie par là pour obtenir ce résultat-là. D'accord ? Après, on prend la case qui est là, on la multiplie par ça, divisé par 100, pour obtenir ce résultat-là, etc., etc. Et donc c'est la bonne manière de faire. Et donc le bon résultat, c'est la réponse B qui est la bonne, et non pas... J'avais mis aucune des deux réponses exactes, je ne sais pas, la semaine dernière, je ne devais pas être dans mon état normal. Donc j'en suis désolé, il faut que ce soit clair. Peut-être qu'on reprendra des corrigés de l'examen. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale corrigée de l'examen d'ailleurs. On va plutôt passer au TD2 parce que je ne veux pas prendre trop de retard. Bon. Ceci dit, j'ai constaté que dans les autres DE, ils sont carrément en retard. Il me semble que certaines, pas toutes, hein, certaines sont en retard. Pour moi, c'est clair. Le programme de l'interrogation, c'est les deux premiers dossiers TD, et je me battrai pour ça. S'ils sont en retard, c'est leur problème. Moi, je veux faire les 2 dossiers de TD parce qu'on n'est pas là pour l'embiner. Il faut vraiment qu'on avance pour pouvoir avoir comme programme de l'interro, vous vous rappelez, du 6 novembre, les 2 dossiers de TD. N'oubliez pas que pour l'interro du 6 novembre, il y aura une interro de délestage. Quelqu'un qui m'a posé cette question, on mettra en œuvre la procédure pour le délestage la semaine avant les vacances. On va pas le faire maintenant. Ok. Donc, on va passer au dossier 2. Donc, dossier 2 de TD. Vous n'avez pas de questions ? Alors, il me semble que j'avais aussi... Bon, de toute façon, on va voir. J'ai aussi derrière le fichier Excel correspondant. Alors, d'abord, on a un exercice sur l'effet de structure dans lequel on nous donne des salaires et puis des répartitions d'effectifs. Bon, donc on va traiter cette question. Je vais essayer de faire des allers-retours avec Excel parce que si on ne le fait pas avec Excel, c'est un peu compliqué. Première question, on nous dit, voilà, on propose, si on regarde les données, pour 2 années, 2006 et 2011, on a un truc qui est ensemble, et puis après, on a une décomposition par niveau de qualification. Et à chaque fois, on nous donne, vous voyez, la structure de la répartition des effectifs parmi ces niveaux de qualification, ce qui doit certainement servir à calculer le ensemble, qui est le salaire moyen. D'accord ? Donc c'est ça qui est fait dans ce tableau. Donc la première question qu'on dit, c'est comment se calculent les salaires de la ligne ensemble. Donc je reprends ça, et autant le faire sur Excel. Bon, après, on le fera directement sur Excel. J'ai fait une photographie de mon écran, et je regarde ça. Alors, quand on calcule ici, vous voyez, la ligne ensemble, c'est quoi ? C'est un salaire moyen. C'est un salaire moyen. Ensemble, c'est le salaire moyen. Et le salaire moyen, je le note W bar, d'accord ? C'est ensemble. C'est ça, hein ? Et une moyenne, c'est quoi ? C'est une moyenne arithmétique. Une moyenne, ça consiste à combiner les données qui sont là, dans les 4 catégories, d'accord ? Avec quoi ? Avec la répartition des effectifs, et à faire ce qu'on appelle une moyenne pondérée, d'accord ? On va faire ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc les pondérations, elles sont à droite, c'est la répartition des effectifs, que j'appelle quelquefois aussi la fréquence. On peut aussi appeler la fréquence. Pourquoi je l'appelle la fréquence ? Parce que c'est un mot qu'on utilisera ensuite, et parce que vous allez voir dans mes notations, c'est la manière de faire les choses. Vous voyez, en fait, vous avez mathématiquement ce qu'on appelle 2 vecteurs, que je viens d'entourer, qui ont 4 composantes. D'un côté, vous avez le vecteur que j'ai appelé W comme wedge, qui est un vecteur donc, avec 4 composantes qui nous décrit les salaires de chacune des composantes. Et puis de l'autre côté, ici, vous avez un vecteur que j'ai appelé F, d'accord, pour l'année 2006, hein, je le fais pour l'année 2006, que j'ai appelé F, qui résume les fréquences. Et ce que je veux, moi, c'est combiner ces 2 éléments pour déterminer ce salaire. On a tous compris que, évidemment, le calcul qu'on nous demande de faire, c'est faire 16
24,3%, c'est le poids de la première catégorie, multiplié par 3852, d'accord, plus 24,5%, multiplié par 1965, plus 22,8%, multiplié par 1361, plus 36,3, oui, c'est ça, multiplié par multiplié par 1422. Ok, c'est ça qu'on nous demande de faire. C'est pas très passionnant ce que je viens d'écrire. Je l'ai écrit justement pour vous montrer que c'est vraiment pas du tout passionnant à écrire. Alors, si on veut le faire sur Excel, en fait, il y a ce qu'on fait, en fait, c'est, vous voyez, on est dans une structure, on va faire une somme de produits. Vous allez prendre les deux vecteurs, vous allez prendre chacune des composantes, vous allez les multiplier, d'accord? La pondération F avec le niveau du salaire W, et puis vous allez les additionner. En Excel, on appelle ça faire une somme prod. Donc, la formule Excel qui permet de faire ce calcul, c'est faire une somme prod. C'est une formule Excel. Donc c'est la somme prod de quoi? C'est la somme prod de deux vecteurs. D'accord? Le premier vecteur, c'est le vecteur des salaires. Et ce vecteur, en formule Excel, on le note, on va regarder ses coordonnées, vous voyez, il va de B4 jusqu'à B7. Donc B4, B7, c'est le vecteur, d'accord? C'est le vecteur W, B4, B7. Et puis l'autre, c'est le vecteur D4, D7. Donc, pour faire ce calcul, et je ne me suis pas trompé parce que vous voyez que c'est important de bien vérifier, ici, vous voyez, c'est répartition d'effectifs en pourcentage. Donc quand je le fais dans Excel, comme il y a un signe pourcent derrière le 7,3, ça veut dire qu'en fait, dans la case Excel, c'est 0,163. D'accord? Donc je ne vais pas à le diviser par 100, parce qu'il est en format pourcentage. Et donc, pour faire cette moyenne pondérée, cette moyenne de W bar, c'est juste une somme prod. En mathématiques, cette notion de somme prod, on peut aussi, c'est ce qu'on appelle faire un produit scalaire. C'est ce qu'on appelle faire un produit scalaire de deux vecteurs. Pourquoi j'insiste là-dessus et pourquoi je vous fais un petit détour par les mathématiques? Parce qu'il me semble que ça simplifie énormément de choses pour notre dossier de TD2 et que c'est la bonne manière de présenter les choses. Le W bar, ce n'est rien d'autre que le somme prod du vecteur F et du vecteur W, du vecteur des pondérations et du vecteur des salaires. Exactement comme votre note totale au bac, c'est le somme prod, si je laisse de côté les options, des coefficients associés à chacune des trucs, par vos notes, éventuellement divisé par la somme des coefficients. Ici, la somme des coefficients, c'est en ça que c'est une fréquence, vous voyez, c'est 100%. Donc, je n'ai pas à diviser par la somme, puisque la somme, c'est 1. C'est ça l'avantage d'une fréquence. Donc, du coup, le produit scalaire, mathématiquement, ça se note par un point comme ça. Donc, le W bar, ce n'est rien d'autre que, si j'appelle F le vecteur ici de ça, ce n'est rien d'autre que cette quantité-là. D'accord? F point, gros point, W. Donc le gros point, c'est pas une multiplication, c'est une somme prod. C'est une multiplication, mais enfin, avec des vecteurs, disons pour le dire. D'accord? Donc c'est F scalaire W. Donc je peux calculer ça. Et ça nous montre bien de quoi est constituée une moyenne. Dans une moyenne, il y a deux ingrédients qu'on combine. Il y a le F et il y a le W. Et précisément, réfléchir aux effets de structure, c'est de réfléchir à l'apport de chacune de ces deux composantes. D'essayer de voir ce qui, dans une évolution, dans l'augmentation d'une moyenne, provient de la modification de la structure, du F des fréquences, de ce qui provient de celle des salaires. D'accord? Donc si on doit faire ce calcul, eh ben, il faut simplement, dans ces cases-là, dans cette case-là, rentrer ce que je viens de dire, là, d'accord, ce somme prod. Et puis bien sûr, dans cette case-là, vous voyez, elle n'est pas recopiable. Si elle est recopiable, je peux la recopier cette formule, puisque vous voyez que si je le fais pour 2011, évidemment, je le fais de la même manière, mais cette fois, ce que je combine, c'est ces deux éléments-là. Donc si je la recopie, puisque j'ai indiqué ici, il faut le calculer là et là, d'accord? Donc si je rentre ici somme prod B4, B7, D4, D7, si je le recopie à côté, ça va me faire somme prod de C4, C7, exactement ce que je veux, et de E4, E7, ok? Évidemment, quand je fais une somme prod, peut-être ça, je n'ai pas été assez clair non plus, c'est que je peux mettre B4, B7, D4, D7, ou D4, D7, D4, B7, ça va me donner le même résultat. C'est commutatif, on va dire, en mathématiques. Hein. F scalaire W, c'est aussi W scalaire F. Okay, et quand je vous présente le calcul, je mets plutôt le 16,3% devant, ça me semble plus logique de mettre d'abord le coefficient. C'est pas ce que j'ai écrit en dessous en Excel, parce que je n'ai pas eu le bon réflexe.
Donc le résultat qu'on doit obtenir, il est facile à obtenir. Vous voyez, si on le fait, on peut le faire. On va sur Excel. Mon Excel, ah non, il est là mon Excel, je sais pas, c'est un Excel un peu pas bizarre, il n'y a rien de bizarre, d'accord? Il est là, d'accord? On nous demande de calculer le salaire moyen. C'est exactement ce que j'ai recopié ce matin sur mon... En prenant mon café, j'ai recopié ce matin sur mon écran, d'accord? Je capture, on va le faire en sens inverse, tiens. Je capture les fréquences, D4, D7, d'accord? Je mets un point-virgule et je le combine avec les salaires. Évidemment, en faisant attention de ne pas prendre la première colonne, puisque la première colonne, c'est précisément l'ensemble que je dois retrouver. Je dois retrouver le même nombre. Alors, si c'est le cas, je ferme la parenthèse, je rentre, d'accord? Et j'obtiens 1938. Évidemment, vous voyez que toujours Excel, voilà. L'avantage d'Excel, c'est toujours le même, c'est que vous voyez que, en fait, dans le tableau tel qu'il apparaît, derrière ces informations, j'ai des chiffres après la virgule, qui fait que tout fonctionne bien, d'accord? Par exemple, le 100,0, c'est 100,00, c'est exactement la somme de ce qui est en dessous, d'accord? C'est pas autre chose, donc ça somme vraiment à 1. Si ça sommait à 1,01, évidemment, je vais faire une erreur d'arrondi, et puis au bout, je vais pas être rigoureux. Donc ce qui est bien avec Excel, en plus, c'est que il s'occupe des arrondis sans que on ait, nous, à s'en soucier. Évidemment, donc j'ai ce résultat-là, 1938, c'est le même que là, hein, voilà. Et puis, si je le recopie, d'accord, je dis je peux le recopier, je fais CTRL-C, CTRL-V, ok, ça va me donner le SUMPROD de E4, vous vérifiez que c'est bien, c'est SUMPROD de E4, E7, c'est bien cette structure-là, C4, C7, et j'ai donc bien le résultat, ok. Donc voilà comment on le fait. Question suivante, toujours la même question, là, la question 1, on nous demande, je l'enlève parce que autant le faire tout de suite ici, on nous demande de calculer la variation du salaire net. D'accord? On nous demande de calculer la variation du salaire net. C'est le salaire net de l'ensemble. Entre 2006 et 2011. Donc on est OK que dans ce cas-là, ce qu'on nous demande, c'est une variation cumulée sur 5 ans. Sur 5 ans. Entre 2006 et 2011. Donc ce qu'il faut, c'est comparer. Il faut prendre, bien sûr, le salaire en 2011. On va le faire catégorie par catégorie, enfin, pour l'ensemble. Enfin, ensemble et pour toutes les lignes. Donc on va prendre cette valeur-là, on va la diviser par celle-là, et puis on va enlever 1. Et bien sûr, il faudra faire attention que ce soit un format pourcentage. Mais ça, on l'a déjà mis, donc, et on rentre cette formule. Cette formule, ça nous donne ça. Je l'ai mis en pourcentage. C'est déjà en format pourcentage. Rappelez-vous que le format pourcentage, il est là, d'accord? Si j'enlève le format pourcentage, ah oui, non, c'est parce que, ok, si je clique là et que j'enlève le format pourcentage, ah non, il n'est pas content parce que, ouais, non, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour enlever le format pourcentage, il faut plutôt que je fasse ça, il faut plutôt que je dise c'est un nombre, d'accord? Ok. Dans ce cas-là, il me met 0,10. Voilà. Après, il met ce que je lui demande de mettre en termes de chiffres après les virgules, ok? 0,099. Et donc, si je lui dis, je veux des pourcentages, boum, il me le transforme comme ça. Bon, donc ça fait 9,91%. Okay, cette formule, est-ce qu'elle est recopiable? Vous voyez, ce que je veux faire, c'est que je veux faire ça ligne après ligne. Donc, si je la recopie en dessous, elle va simplement décaler. Donc, il suffit juste que je fasse ça, que je recopie, ça va décaler avec les lignes, je la rentre, et j'obtiens bien sûr tous les résultats. Ok, c'était la question qu'on nous posait. On va chercher à faire autre chose. On a inventé Excel, c'est pas pour eux. Alors après, on nous demande le taux de variation annuel moyen. Donc quand on calcule un taux de variation annuel moyen, entre 2006 et 2011, je vous demande de le visualiser dans la tête, et même peut-être de l'écrire sur votre papier, moi c'est comme ça que je le fais. Il faut compter le nombre de variations. Vous avez 5 ans, 2006-2011. Vous voyez, le salaire, c'est une variable de flux, c'est quelque chose que vous gagnez pendant un an. Donc il faut bien vérifier le nombre de variations que vous avez. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. 5 variations. D'accord? 5 variations. Donc s'il y a 5 variations, pour calculer un TVAM, il faut tenir compte de ce nombre, 5 variations. Je vais écrire au tableau, c'est bien le tableau. Okay. Il faut simplement prendre le taux cumulé donc, entre 2006 et 2011. Donc c'était 11
par rapport à 6. Ok, ça, c'est les 9,91%, le taux cumulé, et puis le ramener à un rythme annuel. Et comme les indices ou les coefficients multiplicateurs se multiplient, d'accord, ce qu'il faut, c'est prendre la racine cinquième de ça pour obtenir le TVAM. Je vais peut-être le mettre V bar comme la moyenne, puisque j'aime bien mettre ça, d'accord, entre 11 et 6 en rythme annuel. Ça va nous donner 1 plus, bien sûr, la variation annuelle. Donc, il faut rentrer la formule. Vous voyez ici, il faut juste rentrer dans cette colonne la formule, cette formule-là. Comment vous faites pour faire cette formule-là? Bah, vous faites, donc j'ai dit, c'est parenthèse, 1 plus le truc qui est là, d'accord? B14, ça c'est B14. Okay. Vous mettez, vous refermez la parenthèse, vous le mettez à la puissance. Pour mettre à la puissance, il faut mettre le chapeau là sur Excel. À la puissance quoi? 1/5, c'est-à-dire 0,2, d'accord? Et puis, bien sûr, pour que ce soit juste, il faut enlever moins 1 parce que ce que vous voulez récupérer, c'est exactement ça, d'accord? Il faut bien enlever moins 1 à la fin. Donc c'est ça la formule que vous devez rentrer. Donc si je rentre cette formule, je vais obtenir, si tout va bien, d'accord, le taux de variation annuel moyen. Ok? À la puissance 0,2. Puissance 0,2 parce que bah voilà, c'est la racine cinquième, c'est 1 divisé par 5, 0,2. Ok. Donc évidemment, cette formule, exactement comme précédemment, je peux la recopier, puisque si je la recopie en dessous, ça va juste décaler 15, 16, 17, etc. et ça va juste se décaler. Donc je peux le faire. Ok, je le fais. CTRL-C, CTRL-V, d'accord, et j'obtiens tous mes taux de variation annuels moyens. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut faire. Vous avez trouvé ça? Oui? Sur Excel, on n'a que la puissance, on n'a pas la racine. Donc la racine, on est obligé de mettre à la puissance. Ouais, bah, mettre à la puissance, mettre racine carrée, c'est mettre à la puissance 1/2. Mettre à la puissance, à la racine centième, c'est mettre à la puissance 1/100. Oui, mais parce que c'est la calculatrice, c'est de la racine d'abord. Oh, je sais pas, je connais pas les calculatrices. Là, vous mettez la puissance comme ça. D'accord? C'est une bonne manière, c'est la bonne manière de faire. La racine, c'est juste une puissance inversée. Donc il faut à chaque fois, on aurait pu, hein, en étant un peu snob, et voilà, vous pouvez écrire ça comme ça. Si vous avez un doute, d'accord? Si c'était la puissance septième, vous mettez comme ça. Vous mettez, au lieu de mettre 0,2, parce que moi je lui ai mis 0,2, parce que là, 1/5, c'est 0,2, mais imaginez que ce soit 1/7. 1/7, vous ne savez pas très bien ce que c'est. Dans ce cas-là, pour pas qu'il y ait de problème au niveau des arrondis, parce que si vous calculez 1/7 sur votre calculette et qu'après vous le rentrez, vous voyez, c'est pas très intéressant comme truc, parce que ce que vous voulez, c'est faire tous les calculs sur Excel. Donc, dans ces cas-là, vous mettez 1/5. Et si je mets 1/5, c'est comme ça qu'il faut le faire. D'accord? Si je mets 1/5, bien sûr que je vais trouver le même résultat. D'accord? Parce que 1/5, c'est 0,2. Mais encore une fois, c'est vrai que si c'était 1/7, 1/7, c'est quelque chose, c'est 0,14, je ne sais quoi, vous n'allez pas mettre tous les chiffres après la virgule. Donc, laissez Excel faire, il sait bien faire les calculs, il sait bien manipuler les arrondis, il va le faire de manière intelligente, de manière juste en fait. C'est pour ça qu'il y a Excel. Bon, après, ça va jouer sur les chiffres après la virgule, mais méfiez-vous, quoi. Vous voyez, si vous avez imaginé, vous faites un TVAM sur 100 ans, sur un siècle, est-ce que c'est la même chose qu'un TVAM sur 101 ans? Bah, la différence, elle n'est pas très grande. On est d'accord? Mais il faut être rigoureux. Il faut bien faire attention. Donc ici, on n'a pas fait d'erreur de ce point de vue-là. OK? Donc c'est des calculs un peu pénibles. Justement, l'idée de Excel, c'est de ne pas faire des calculs. C'est de faire juste des manipulations, puis d'avoir le résultat et de donner le résultat. Et pas se poser trop de questions non plus. C'est ça l'intérêt de manipuler Excel. Donc on a répondu. Donc on a fait ça. On a dû répondre. Non, ça c'était précédent. On a dû répondre comment se calculent les salaires de la ligne ensemble, calculer les taux de variation du salaire net, calculer les taux de variation du net moyen, le TVAM des salaires nets ensemble. Est-il une moyenne des TVAM des salaires nets par catégorie? À votre avis? Est-ce que quand vous faites
le TVAM, c'est la moyenne des salaires. Est-ce que le taux de variation annuel moyen de la moyenne des salaires, c'est la moyenne des taux de variation annuel moyen? Bah non, certainement pas. Enfin, vous voyez bien que, évidemment, ça a quelque chose à voir avec les composantes qu'il y a à l'intérieur. Mais il n'y a aucune raison pour que le taux de variation annuel moyen des salaires moyens, ce soit la moyenne des salaires annuels machin. Bon, maintenant c'est clair que ça a à voir. Enfin, il y a un rapport entre les deux, puisque c'est bien parce que tous les salaires augmentent que le salaire moyen augmente. Mais après, dans quelle proportion, bah, c'est compliqué, parce que il faut tenir compte du poids de chacune des composantes, de la fréquence justement, de la répartition de la structure. Donc cette question, est-il une moyenne TVAM des salaires nets par catégorie, la réponse elle est certainement non. Si ça vous amuse, on peut le vérifier. On peut le vérifier, puisque après tout, on peut dire bah, la réponse à la question, c'est ça. Vous voyez, si on cherchait à calculer une moyenne, par exemple, de tout ce qu'on vient de calculer, vous savez très bien que de toute façon, quand on fait des pourcentages, c'est pas très bon de faire des moyennes. Il faut pas des moyennes arithmétiques, il faudrait faire des moyennes géométriques. Mais après tout, si on nous demande de faire ça, essayons de le faire. Ça vous permettra de découvrir une nouvelle fonction dans Excel. Vous voyez que quand vous écrivez un truc dans Excel, du genre vous commencez par écrire moyenne, il va vous proposer plein de trucs, donc toutes les possibilités qu'il propose. Donc il y a un truc qui s'appelle moyenne, qui est simplement la moyenne simple, d'accord? 16 plus 8, ça fait 12. Donc 16 et 8. Donc si vous prenez ça, vous faites ça, moyenne, et puis vous voyez, il vous dit nombre 1, nombre 2, vous ce que vous voudrez, c'est prendre tout ça, c'est la moyenne de tout ça, d'accord? Si vous prenez la moyenne comme ça, la moyenne, c'est 15, c'est 18. Vous avez compris, c'est de 15 à 18. Et comme là, elle est non pondérée, c'est pas une somme prod, quoi. Il n'y a pas de pondération. Ça veut dire que ça fait une moyenne simple, sans tenir compte de la structure. Donc, évidemment, ça serait important peut-être de tenir compte de la structure. Répondons à la question, si on fait ça, vous allez trouver un certain chiffre, d'accord, 2,1%. Bon, qui n'est pas très éloigné de 1,9%, mais évidemment, enfin, c'est pas la même chose, d'accord? C'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc il n'y a pas de raison pour que ce soit ça. Ok, je passe, je reviens où j'en étais. Donc j'en étais là. Donc on a répondu à cette question. Donc on passe à la question 3. Calculer le taux de variation du salaire moyen d'ensemble entre 2006 et 2011 à structure salariale inchangée. Alors voilà une question qui est intéressante. Calculer le taux de variation du salaire moyen d'ensemble entre 2006 et 2011 à structure salariale inchangée. Donc on est d'accord que dans ce que j'ai expliqué, le salaire en 2006, moyen en 2006, je le note comme ça, c'est la structure en 2006, scalaire, les salaires en 2006. On est OK. Avec ma fameuse notation produit scalaire. C'est le somme prod. On peut bien sûr écrire la même chose pour 2011. C'est le somme prod. Le produit scalaire. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on voudrait comparer W bar à W bar 06 à W bar 11. On a vu de combien ça a augmenté, on l'a déjà calculé. Hein. On l'a calculé précédemment. Mais on voudrait le faire à structure inchangée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voudrait calculer, en fait, le problème c'est que dans l'évolution du salaire moyen, il y a une évolution du salaire moyen, elle vient en partie de l'évolution de F, et elle vient en partie de l'évolution de W. Et on voudrait séparer ces deux forces. Ce qui provient de ce qu'on appelle l'effet de structure, c'est la modification du F, ce qui provient de la modification du W. Évidemment, la modification du F, le F il vaut toujours 1 en somme, d'accord? Donc c'est une question de structure. C'est la structure qu'on veut modifier. Donc comment on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer un truc qui serait... On peut se dire, on nous dit, calculons-le à structure inchangée. La question qu'on peut calculer, c'est quel aurait été le salaire d'ensemble en 2011 si la structure n'avait pas été modifiée. Donc vous pouvez faire un truc un peu hybride, qui va combiner la structure de 2006 avec le salaire de 2011. Ok? Et quand on nous demande de calculer le taux de variation du salaire moyen d'ensemble entre 2006 et 2011 à structure salariale inchangée, on nous demande de comparer ce que je viens de calculer ici, d'accord,
de ce que je viens d'écrire, la structure de 0,6 avec le salaire de 11, avec le salaire de 0,6. Autrement dit, on nous demande de calculer, je peux le mettre là, ou là, peut-être parce qu'il y a plus de place, on nous demande, on va calculer un coefficient multiplicateur, ou je sais pas quoi, on va faire, ok, on va comparer à structure inchangée le salaire moyen de 11 si la structure n'avait pas été changée avec ça. C'est ça qu'on nous demande de calculer. Moins 1 parce qu'on va calculer un coefficient de variation. Donc ça, c'est quoi? C'est le coefficient multiplicateur à structure inchangée. Et vous voyez ici, quand vous faites ça, vous voyez bien que ce qui change entre le numérateur et le dénominateur, c'est pas la structure. La structure, elle est inchangée. Ce qui change, c'est le 11 et le 6. Donc, bien sûr que je ne peux pas, ça serait une grandeur non complexe, je pourrais barrer en haut et en bas, le f en haut et en bas, c'est le même. Mais bien sûr qu'ici, je ne peux pas le faire parce que c'est un produit scalaire. Ça n'aurait pas de sens. Je ne peux pas enlever la structure. Mais c'est bien ça qu'on fait implicitement. Ce qu'on fait, c'est que, vous voyez, ce qu'on compare, c'est 11 et 6. Simplement, pour comparer 11 et 6 comme ces deux vecteurs, on ne peut pas les comparer comme ça. Il faut qu'on calcule une espèce de pondération, enfin, un salaire moyen, en fait, en inchangeant la structure. Donc c'est ce qu'on nous demande de faire ici. Donc on doit calculer, voilà, ce qu'aurait été le taux de variation du salaire moyen d'ensemble entre 2006 et 2011 à structure inchangée. Donc ce qu'on nous demande de calculer, c'est exactement cette quantité-là. D'accord? C'est ça qu'on nous demande de calculer. C'est ça qu'on nous demande de calculer. Donc prendre la structure de 2006, mettre dans 2011, et puis le faire. Ok? Bon. Vous auriez pu me dire, mais pourquoi on prend la structure de 2006? Parce que comme on dit, c'est inchangé, on a l'impression que c'est inchangé entre 2006 et 2011. Donc on va prendre la structure initiale. D'accord? Parce que là, ça paraît logique. Mais vous pourriez me dire, mais inchangé, pourquoi vous mettez un sens autant? Après tout, on pourrait prendre la structure de 2011, la structure terminale. C'est la distinction entre, ensuite on verra, un indice de Laspers et un indice de Pasch. Les deux peuvent être légitimes. Ici, le temps s'écoulant de gauche à droite, ou voilà, le temps s'écoulant de 2006 à 2011, quand on dit structure inchangée, tout le monde dit, bah oui, c'est la structure de 2006. Vous pourriez me dire, hein, c'est un esprit un peu tordu, vous allez me dire, mais non, en fait, il faudrait peut-être prendre la structure de 2011. C'est une remarque tout à fait pertinente. C'est la distinction entre un indice de Laspers et un indice de Pasch. Donc quel est le résultat? Bah, le résultat, on ne va pas se fatiguer, hein, on n'est pas là pour trop se fatiguer. On peut le faire. Je sais pas, bah tiens, ouais, on peut le faire, tiens, on peut le faire ici, ok, je vais le faire ici. Là, je vous dis, c'est structure inchangée. Variation du salaire moyen à structure inchangée, d'accord? Structure inchangée, c'est-à-dire que je prends la structure de 2006. Donc je fais quoi? C'est une histoire de somme prod. Il faut que je fasse un produit scalaire. Au numérateur, là je rentre la formule, hein. Au numérateur, je vais faire un somme prod de quoi? Je vais prendre les salaires, je suis au-dessus, je vais prendre les salaires, rappelez-vous, hein, au numérateur, il faut prendre les salaires de 2011, qui sont là, d'accord? C4, C7, et les combiner avec la structure de 2006. C'est ça que j'ai fait quand j'ai fait mon produit scalaire, F6, W11. D'accord? Vous voyez, j'ai bien pris les salaires de 2011 et j'ai pris la structure de 2006. Donc là, j'ai fait un somme prod, F6, W11. Ok? Je le divise par quoi? Bah, je le divise par F6, W6. Donc là, je ne vais quand même pas trop me fatiguer, j'ai déjà calculé F6, W6, on a déjà calculé, hein, le F6, W6. Il est là. D'accord? C'est ça, c'est le salaire moyen, on l'a déjà calculé, c'est le somme prod de ce qu'il faut, on l'a déjà calculé. Donc on met là, ça ne sert à rien d'aller le réécrire. C'est fatigant de réécrire somme prod. On divise par B11. Et puis bien sûr, s'agissant... Ah, ça nous donne le coefficient multiplicateur. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était calculer plutôt le taux de variation. D'accord? Donc pour calculer le taux de variation, il faut enlever 1. D'accord? 0, 10, 15. Et puis, si vous aimez les pourcentages, on va plutôt l'écrire en pourcentage. Donc ici, j'ai mis un pourcentage. D'accord? 10,15%. OK? Donc, on a calculé ça, c'est bien le taux de variation à structure inchangée.
Bon. Vous aviez trouvé ça? Oui? Allez-y. C'est une bonne question. Quand on introduira la notion d'indice de l'Asper, d'accord, je vous donnerai la notation. La bonne notation, pour moi, bah, je vais l'écrire. Ce qu'on vient de calculer, c'est un indice de l'Asper, en fait. C'est l'indice de l'Asper dans lequel on tient compte de la structure initiale et des salaires. Donc, si on anticipe un peu dans ce qu'on va faire après dans l'exercice suivant, mais je pense que c'est la bonne manière de faire, et vous avez raison de poser cette question, on le notera. En fait, ça sera un indice de l'Asper. Donc l'indice de l'Asper, c'est l'indice de l'Asper de 11 par rapport à 6, donc base 100, 6, des salaires, donc W, qui est un vecteur. Ça, c'est égal à F06 scalaire W11 divisé par F06 scalaire W06 multiplié par 100. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va le noter après, l'indice en tout cas, et après le coefficient de variation se déduit de cet indice. Donc j'ai pas de notation, voilà, j'ai pas de notation. On va voir après la question suivante, peut-être que ça nous aidera à répondre à votre question. Mais c'est important effectivement d'avoir une notation, mais là, j'ai pas de. C'est pour ça que je l'ai pas mis, parce que j'en ai été un peu gêné finalement. C'est presque une notation, le scalaire, d'accord? On comprend ce que ça veut dire. Proposer une décomposition du taux de salaire 2006-2011 du salaire moyen entre effet de structure et effet des différences de salaire à structure fixe. Donner les formules. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est ça. En fait, rappelez-vous, on veut comparer le salaire moyen en 2011 avec le salaire moyen en 2006. Vous êtes d'accord avec moi que si je raisonne en termes de coefficient multiplicateur, ceci ce n'est rien d'autre que F11 scalaire W11 et F6 scalaire W6. D'accord? Et là, il y a une petite ruse. C'est que on aimerait bien, dans ce ratio, isoler ce qui provient de la modification de la structure de ce qui provient de la modification des salaires. D'accord? On aimerait bien séparer les deux. Et une manière de séparer, c'est juste de se dire, la chose suivante, c'est de se dire, bah, ce que je peux faire, c'est, rappelez-vous ce qu'on a fait précédemment. Ce qu'on a fait précédemment, dans la question précédente, c'est qu'on a regardé ce qu'aurait été le salaire moyen en 2011 si on avait utilisé la structure de 2006. Donc, dans la question précédente, on a calculé ce truc-là. Mais, vous voyez que ce qu'on peut faire, ça c'est lié, c'est une propriété de base de la multiplication, c'est que, évidemment, le F6 scalaire W11 qui est là, je peux très bien le mettre au numérateur et au dénominateur, et ça me donne l'égalité suivante. Vous êtes d'accord? Que ce morceau-là et ce morceau-là, ils se barrent. D'accord? Ce que je fais, c'est juste écrire un truc, voilà, c'est juste ajouter. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez que le premier morceau, alors des deux côtés, j'ai mis en haut et en bas F06 scalaire W11. Mais, et les deux s'en vont. Mais ce premier morceau, c'est bien ce que j'ai appelé à un moment, c'est bien ce que j'ai appelé la question suivante, c'est l'évolution du salaire à structure inchangée, d'accord? Ok? Donc ça c'est bien l'évolution du salaire. Et puis ce morceau-là, regardez, ce morceau, qu'est-ce qu'il fait, le deuxième morceau? Il fait quoi? Il compare, si on le regarde de près, il compare F11W11 avec F06W11. Autrement dit, dans le second morceau, ce que vous regardez, vous voyez, le W11, il apparaît en haut et en bas. Évidemment, vous ne pouvez pas le barrer, puisque c'est des scalaires. Les produits scalaires sont des vecteurs, vous ne pouvez pas les enlever. Mais vous voyez que dans le deuxième morceau, ce qui change entre numérateur et dénominateur, c'est quoi? C'est la structure, c'est le F11 et le F6. Donc, ce deuxième morceau, il capture ce qu'on appelle l'effet de structure. La modification de la structure à salaire inchangé. La modification de la structure à salaire inchangé. Sauf que le salaire qui est inchangé, c'est le salaire de W11. Vous allez me dire, bah oui, ça ne peut pas être le salaire de W6 parce que sinon mon truc n'aurait pas marché. D'accord? Si
à gauche, j'ai mis F06 et W11. À droite, je suis bien obligé de mettre aussi F06 et W11 au dénominateur. Donc quand je compare l'effet de structure, je prends comme référence le salaire de 2011 et pas le salaire de 2006. D'accord? Donc ça, ce morceau-là, c'est ce qu'on appelle l'effet de structure. Donc ça, c'est l'effet de différence de salaire. Différence de salaire à structure fixe, cela va de soi, d'accord? Et ça, c'est la différence de structure, l'effet de structure à salaire fixe. Donc j'ai décomposé les deux. Donc maintenant, ce que je sais, c'est que le taux de croissance que j'observe entre les deux, c'est la combinaison de ces deux forces. La combinaison de ces deux forces. Donc, je peux le faire sur Excel. Après, on va revenir, on va poser la question, d'accord? Regardez, ici, appliquons la formule telle que je viens de la mettre. D'accord? Après, on le dira en termes de taux de croissance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la variation, on va pas le mettre en pourcentage, donc c'est des nombres. Comme ça, nombre, ok. C'est celui-là qui veut, je voudrais que ce soit un nombre. Donc si je veux le changer, il faut que je le remette en nombre, d'accord? Donc, le coefficient total, la variation totale, c'est le coefficient multiplicateur, ok? Bon, on l'a déjà calculé, c'est 9, quoi, c'est pas 9,91, mais on est d'accord que ça, c'est juste le ratio du salaire moyen ici, divisé par le salaire moyen qui est là, d'accord? C'est W bar 11 divisé par W bar 6. Ça me donne ça, d'accord? Ok? Ensuite, ce que je dis, c'est que ceci, ça doit être égal à ce que j'ai déjà calculé, c'est-à-dire F6 scalaire W11 divisé par F6 scalaire W6. D'accord? C'est ce que j'ai calculé à la question précédente. Donc et puis l'effet de structure, c'est quoi? C'est une somme prod, c'est un produit scalaire dans lequel je dois combiner. Alors c'est là où c'est un peu voilà. Rappelez-vous la formule telle que je l'ai fait. Vous avez vu que pour mesurer l'effet de structure, il faut prendre comme référence non pas le salaire de 2006, mais les salaires de 2011. Pour être cohérent, d'accord? Pour être cohérent, pour que les deux me donnent bien l'effet total et qu'on puisse bien dire l'effet total, c'est l'effet de structure plus l'effet de différence de salaire. Donc ça veut dire qu'il faut que je combine quoi? Au numérateur, il faut que je combine le salaire de 2011 avec la structure de 2011, d'accord? Donc attention, donc la structure de 2011, c'est celle-là, elle est là. Le salaire de 2011, il est là, d'accord? Ça, c'est le numérateur, F11, W11. Il faut que je le divise par quelque chose que je n'ai pas encore calculé, qui est la combinaison, donc, qui est encore une somme prod, un produit scalaire, qui est la combinaison du salaire de 2011 avec la structure de 2006. On est d'accord? Donc, il faut que je prenne la structure de 2006, c'est celle-ci, d'accord? D4, D7. Il faut que je le combine avec le salaire de 2011. C'est-à-dire ça. Et donc là, j'ai bien appliqué ce que je disais, ce que je viens de calculer par ce somme prod, c'est bien ça. C'est bien F11 scalaire de W11 divisé par F6 scalaire W11. D'accord? Et ce que j'ai mis à côté, c'est bien le F6 scalaire W11 divisé par le F6 scalaire W6. D'accord? Et donc c'est ça que j'ai fait. Et bien sûr, il se trouve que ça et ça s'en va.
Donc, évidemment, le produit des deux, c'est égal à F11W11 divisé par F6W6. Et donc, c'est égal à la variation totale. Donc, je rentre la formule. OK. Donc, lui, il me l'a maintenu en pourcentage. Donc, je ne suis pas content. Donc, je vais le remettre en format nombre, puisque c'est un nombre. D'accord. Peut-être qu'il faut, pour bien voir ce que ça donne, en fait, il faudrait, vous voyez, il faudrait mettre beaucoup de chiffres après la virgule pour bien voir que c'est pas 1, mais que c'est ça. D'accord. Et logiquement, si je ne me suis pas trompé, le nombre qui est là, c'est le nombre qui est là, le 1,0991, il est bien égal au produit des deux. D'accord. Si ça ne marche pas, c'est qu'on s'est trompé. Donc on le vérifie, d'accord, on fait ça, on fait F14 multiplié par G14. D'accord. Et normalement, ça va donner exactement la même chose. D'accord. Et évidemment, ça nous donne exactement la même chose, parce que c'est un résultat mathématique. Donc c'est exactement la même chose. Les deux, c'est la même chose. Résultat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous raisonnez en termes de taux de croissance, ce qu'on peut mettre en dessous, si vous raisonnez en termes de taux de croissance, ok, vous avez ici, je peux toujours raisonner en termes de taux de croissance. Évidemment, si je fais un taux de croissance, c'est quoi un taux de croissance? C'est le coefficient qui est en dessous, moins 1, d'accord? Le tout écrit en pourcentage. Donc, si je mets ici tout ça en pourcentage, d'accord, vous voyez que la formule que je viens d'entrer ici, je peux la recopier, ici et ici, ok, et j'obtiens mon résultat. Alors évidemment, dans mon résultat, comme je n'ai pas mis beaucoup de chiffres après la virgule, on a l'impression que ça ne me dit pas grand-chose. Bon, évidemment, on pourrait un peu rentrer dans les détails. Pour déduire ça, vous allez dire, ben voilà, il y a eu 9,97, je ne sais pas combien d'augmentation du salaire moyen, ok. Il y en a 10,15 qui vient de l'augmentation propre du salaire, c'est-à-dire la variation de salaire à structure inchangée, et puis un effet de structure qui joue négativement, d'accord. Ça veut dire quoi un effet de structure qui joue négativement? C'est que si vous regardez de près les données, vous voyez que en 2011, bah, l'effet de structure, il n'a pas favorisé. Vous avez un petit peu moins vous avez un petit peu moins de cadres, un petit peu. Il joue négativement. Alors pourquoi il joue négativement? Oui, parce que vous avez moins de professions intermédiaires. Enfin bon, ça signifie simplement que dans la structure des salaires en 2011, elle est moins favorable aux salaires élevés que celle en 2006. Je dirais que ça ne joue pas beaucoup, hein, c'est moins 0,22%. Moins 0,22%, ça ne fait pas beaucoup, d'accord. Presque zéro. Ici, ça ne vaut pas. Donc, voilà ce qu'on a fait. Évidemment, vous pourriez me dire, et vous allez avoir raison, qu'on aurait pu faire autre chose, et c'est ça qu'on va faire maintenant. D'accord. Donc ici, ce que j'ai calculé, c'est bien F11 scalaire W11 sur F6 scalaire W6. D'accord. Vous aurez pu me dire, mais en fait, dans mon opération ici, je peux refaire la même chose, mais au lieu de mettre F6 W11, pourquoi je ne mettrais pas F11 W6? Pourquoi j'ai pris ici la fréquence de W6 comme étant la référence, et là, le salaire, d'accord? Donc, on peut faire une autre décomposition. L'autre décomposition qu'on peut faire, elle va mesurer la même chose. Vous allez prendre F06 W06 ici. Là, vous allez prendre F11 W11. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez combiner en sens inverse. Ici, vous allez mettre F11 W6. Et là, vous allez mettre, bien sûr, la même chose, F11 W6. D'accord? Évidemment, les deux s'annulent aussi. Ok? Les deux s'annulent aussi. Et ça va nous donner une autre décomposition. Ce terme-là, c'est quoi? Celui-là. Ce terme-là, c'est juste l'effet de structure, mais en prenant les salaires de 2006 comme référence. Et ça, c'est l'effet d'augmentation des salaires, mais en prenant F11 comme référence. Donc, quand on calcule ce genre de choses, on peut choisir soit l'un, soit l'autre. Évidemment, le résultat n'est pas le même. Donc c'est ce que je mets là. Hein. En fait, ça, c'est juste égal aussi à... C'est juste égal aussi à ce que j'indique. C'est-à-dire, on peut le faire en sens inverse. On peut comparer
la fréquence 11 à la fréquence 6, ça c'est bien un effet de structure, à salaire inchangé. Et si vous faites ça, évidemment, il faut que sur l'évolution des salaires, vous compariez avec la même chose, c'est F11 W6. Et ça, c'est bien un effet d'augmentation des salaires qui est indiqué là, puisque vous comparez bien W11 et W6 à structure inchangée. Donc les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Évidemment, ça ne va pas donner les mêmes résultats mathématiquement. Vous pouvez le regarder sur Excel. On peut regarder ce qui se passe sur Excel. Sur Excel, caché open board, ok. Vous voyez, essayons de regarder cette décomposition alternative. Bon, évidemment, la variation totale, elle est toujours la même. Hein. C'est toujours égal, tout ça, à cette moyenne. D'accord ? Donc, ce que je dis, c'est variation de structure inchangée. Mais cette fois, ce que vous allez faire, c'est que pour comparer les deux structures, vous allez utiliser W06. Donc, il faut rentrer un SUMPROD. De quoi ? Vous allez prendre la structure de 2011, elle est ici, et vous allez la combiner avec les salaires de 2006. Ils sont là. D'accord ? Ok ? Et ensuite, je dois diviser par quoi ? Je dois diviser par F6W6. F6W6, je l'ai déjà calculé. F6W6, c'est ça. Ok ? Je l'ai déjà calculé. Donc là, vous allez trouver... Ah, je me suis trompé parce que je ne l'ai pas mis dans la bonne case. D'accord ? Puisque je l'ai mis dans... là, je voulais calculer l'effet de structure et je l'ai mis dans la case variation à structure inchangée. Donc je me suis trompé. Malheureusement, si je me trompe et que je le recopie à droite, ça ne va pas être le bon résultat. D'accord ? Puisque si je le recopie à droite, ça va tout décaler. Donc quand on s'est trompé, bah, on refait. On fait SUMPROD, et cette fois, on ne se trompe pas, on le met dans le bon truc. D'accord ? Donc ce que je compare, c'est la structure de 2011 en utilisant les salaires de 2006. C'est bien ça. OK. Et je le divise par le salaire moyen de 2006. C'est F6 W6. Ça, c'est bien le salaire moyen de W6, on est d'accord. OK. Et donc, j'obtiens ce résultat-là, 0,99,8. Donc, vous voyez, il est un petit peu différent du 0,99,78. Il est un petit peu différent. Évidemment, vous changez un peu les trucs. C'est plus la même chose. Et puis, évidemment, ce qu'il y a là, la variation de salaire à structure inchangée, c'est ça, d'accord ? Mais cette fois, ce que vous allez prendre comme référence, c'est la structure en 2011. Donc, il ne faut pas se tromper. Là, vous faites un SUMPROD de... En haut, bah, vous n'avez pas besoin de faire de SUMPROD en haut, d'accord ? Prenez directement F11W11. Donc, F11W11, c'est le salaire moyen 2011. C'est C11. D'accord ? C'est ma case C11. Vous le divisez par... vous divisez par quoi ? Par F11W6. Donc, F11W6, c'est un SUMPROD. J'ai déjà calculé. C'est le SUMPROD de ça, d'accord, avec le salaire de 6. OK ? Et vous tenez le résultat. 1,10 quelque chose. Et vous voyez que ce résultat, il est un petit peu différent de celui qui est au-dessus. Celui qui est au-dessus, en fait, on ne voit pas très bien parce que je n'ai pas mis assez de chiffres après la virgule. D'accord ? C'est un petit peu différent, mais ce n'est pas très très différent. Donc une autre décomposition est possible. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on fait un LASPER et un PACH. Un LASPER, il va utiliser ce qui est inchangé, c'est la structure initiale. Un PACH, ce qui est inchangé, c'est la structure terminale dans le temps. Okay ? Donc évidemment, ça ne va pas donner le même résultat, mais ça va donner à peu près le même résultat. Mais ce n'est pas le même résultat. Et le point qui est important, c'est que si sur la structure, quand je mesure la structure, je compare la structure, vous utilisez le salaire terminal, bah quand vous comparez les salaires, vous allez utiliser la structure initiale. D'accord ? Évidemment, il n'aurait pas fallu... vous voyez, là vous allez regarder la structure, vous allez comparer en utilisant la structure initiale, et là, vous allez comparer les structures en utilisant le salaire terminal. Et vice-versa.
évidemment, si vous l'aviez fait en utilisant le salaire initial et la structure initiale, ça ne marche pas. La formule n'est plus exacte. Bon. 9h56. On va regarder ce qu'est la prochaine question, et puis on va peut-être faire la pause. Ok. Bon, on fait la pause, puisque c'est un nouvel exercice. Vous avez des questions, peut-être, avant de faire la pause? En général, c'est une bonne manière de ne pas avoir de questions. On fait la pause. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions, on fait une petite pause. Donc on reprend. Alors, exercice 3, la construction d'un indice de prix. Bon, j'ai mis l'énoncé de manière volontaire. Hein. On va essayer de voir ça. Donc autant avancer tout de suite dans l'exercice. Ok. Alors pour chaque année, calculer les coefficients budgétaires associés à chaque catégorie de biens ou services. D'accord, c'est la question qu'on nous pose. Hein. Calculer des coefficients budgétaires. Donc, bon, je l'ai mis ici, on va le faire sur Excel, mais donc on a à chaque fois, il faut calculer une dépense totale. C'est quoi un coefficient budgétaire? Un coefficient budgétaire, c'est la part de chacun des biens dans la dépense totale. La part de la dépense dans chacun des biens dans la dépense totale. D'accord? Donc c'est ça. Donc là aussi, vous pourriez me dire, mais finalement, quand on dit la dépense, c'est quoi? La dépense, c'est un prix multiplié par une quantité. D'accord? Sauf qu'en fait, et là vous l'avez compris, c'est que même quand on fait des catégories du genre biens, services, marchands, logements, en fait, il n'y a pas un seul bien, il n'y a pas un seul service logement. Il n'y a pas un seul logement, il n'y a pas un seul service, il n'y a pas un seul service marchand. Donc bien sûr que à chaque fois quand on écrit ça, c'est pas des P fois Q en fait, c'est des P scalaires Q, d'accord? C'est des P scalaires Q, puisque même dans les biens, il y a plein de biens. Donc ici, on va faire comme si peut-être il y avait un seul bien, mais derrière, on est toujours en train de manipuler des grandeurs qui sont en fait des grandeurs complexes dans le sens qu'ils sont des vecteurs, d'accord? Et on les résume à quelque chose qui est un fameux somme prod qui va simplement vous donner la valeur de tout ce que vous consommez, ok? Donc les questions, c'est toujours un peu les mêmes, c'est toujours ça, c'est manipuler ces P scalaires Q et distinguer dans l'évolution des valeurs ce qui provient du P, ce qui provient du Q, comme ce qui provenait précédemment du F et du W. C'est ça la question. Donc voilà ce qu'on doit faire. Donc on nous demande de calculer des coefficients budgétaires. Donc les coefficients budgétaires, c'est juste la part de la dépense dans chacun des trucs. Donc pour faire ça, il faut d'abord remplir la première case, d'accord? Et remplir la première case, 1990, c'est simplement faire la somme horizontale de ce vecteur, d'accord? En admettant que, évidemment, ça décrit l'intégralité des dépenses des ménages. Donc ici, soit je peux le faire algébriquement, d'accord? Bon, je ne vais pas vous le faire 316,4 plus blabla jusqu'à 24. Et ça va vous donner le résultat qu'on cherche. Vous pouvez le faire aussi sur Excel, ok? Si vous le faites sur Excel, vous allez utiliser une fonction qui est la fonction somme. La fonction somme, c'est faire la somme des composantes d'un vecteur. C'est faire la somme des composantes d'un vecteur. Donc ici, le vecteur, c'est le vecteur qui va de B12, vous voyez, qui commence en B12, c'est comme ça, jusqu'en B15. Donc si vous faites ça, vous allez trouver ce que je cherche ici, c'est-à-dire cette fameuse somme de dépenses totales. Et puis après, pour faire le coefficient budgétaire, donc je fais la somme des B12, B15. Évidemment, je peux le calculer en 2000 et 2010. Je ne vais pas vous faire l'injure de recopier la même chose. Hein. Vous voyez que la formule telle que je viens de l'écrire, B12, B15, elle est recopiable. Parce que si je l'écris pour la colonne C, bah, ça va se transformer en somme C12, C15. Donc c'est recopiable. Maintenant, pour calculer le coefficient budgétaire, bah, il faut que je prenne, d'un point de vue algébrique, c'est le pourcentage que je dépense en biens. Donc je vais prendre 316,4 et je vais diviser par, justement, tous mes machins, là. 316,4 plus ma dépense totale, plus, etc., 24. OK? Donc, d'un point de vue Excel, ce que je fais,
c'est que je prends B12, d'accord, et je le divise par quoi? Donc B12, c'est bien la valeur des biens, et je le divise par quoi? Je le divise par ce que je viens de calculer, la somme des B12, B15. Ok? Donc je le divise par, bon, écrivons-le comme ça, si on l'a calculé précédemment, somme des B12, B15. Mais attention, vous voyez que quand je vais faire somme des B12, B15, ok, moi ce que je veux c'est calculer mon coefficient budgétaire pour les biens, mais après pour les services marchands, pour le logement, etc. Donc essayons de réfléchir à une formule que je puisse recopier. Dans la formule que je vais recopier, quand je fais ma somme, c'est la somme de B12 à B15. Si je la recopie en dessous, ça va faire la somme de B13 à B16. D'accord? Donc exactement de la même manière, quand vous recopiez une formule avec des vecteurs et des formules comme ça, si vous la décomposez, si vous la déplacez, eh ben, ça va se décaler. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je mette, c'est pas B12, B15, c'est B quoi? $12, pour que ça reste coincé à 12 et que ça bouge pas. Donc en fait, la formule Excel qui est bien, c'est plutôt celle-là. Pourquoi? Parce que celle-là, je peux la recopier en dessous directement. B12, $15. Et là, Excel, qui est pas bête, comprend que quand je fais ma somme, je ne veux pas que ma somme soit modifiée. D'accord? Donc cette formule-là, si je la recopie en dessous, bah, elle va me faire du B13. Donc c'est ce que je veux faire, c'est service marchand, mais le dénominateur ne va pas être modifié. D'accord? Donc calculer le coefficient budgétaire, c'est faire ça. Ce qu'on appelle un coefficient budgétaire, il suffit juste de se rappeler de la définition. Ok, vous pourriez dire bah, le coefficient budgétaire associé au bien I, c'est PI, s'il n'y a qu'un seul bien, c'est PI multiplié par QI, divisé par la somme, je n'ai pas encore utilisé ce symbole, mais parce que j'aime pas l'utiliser en fait, la somme des PI QI, c'est-à-dire si vous avez plusieurs biens, si vous avez N biens, c'est la somme des PI QI, c'est-à-dire, en fait, c'est juste PI QI sur scalaire, sur P, scalaire Q, d'accord? Mais vous voyez qu'au dénominateur, ce que j'appelle la somme de I égale 1 à N des PIQI, c'est P1Q1 plus P2Q2 plus P3. C'est la somme prod, en fait. D'accord? C'est le somme prod. Somme de I égale 1 à N des PIQI, j'ai du mal à le dire. Et j'ai du mal à l'écrire, alors que P scalaire Q, je vois tout de suite ce que c'est. D'accord? C'est plus rapide, et c'est bien la bonne manière de faire. Ça, on appelle ça le alpha I. Et bien sûr, une propriété de base du alpha I, par définition, la somme des alpha I, ça va être égal à 1, d'accord? Puisque vous allez... donc c'est un pourcentage. Ok? Ça, c'est les coefficients budgétaires. On est d'accord avec ça? Donc maintenant, on peut le faire. On peut le faire sur Excel. On peut le faire sur Excel. Donc j'y vais sur Excel. Ok, cache open board, c'est ça, d'accord. On nous demande de calculer... Ah oui, c'est là, c'est dans l'exercice 3. Donc récupérer le fichier, hein, je le mets sur le serveur. Ok, et donc on doit calculer là, c'est là. C'est tout ça qu'on doit calculer. Donc comment on fait? J'ai dit, on prend... Après on utilisera le tableau qui est au-dessus. Ici on va mettre comme formule, ok, la dépense en biens divisé par... Soit, vous voyez, j'ai déjà calculé le total ici. Donc je pourrais toujours mettre ça B16, mais si je mets ça, il faut que je mette un B scalaire 16, on est d'accord? Un B $16. Parce que quand je veux le diviser, je veux le diviser par le total. Je veux le diviser par le total, et donc je ne veux pas que ça bouge après dans le tableau. Ou alors, ce que j'ai dit, puisque c'est ce que j'ai fait précédemment, ce que j'ai dit, je peux faire un somme prod. Pas un somme prod, un somme, puisque j'ai dit somme. Vous voyez, si je fais somme de tout ça, j'obtiens le total. Et puis ce que je veux, c'est que mon somme, il soit pris avec des dollars. Je vais toujours rajouter des dollars ici, pour que ça fonctionne bien. D'accord? Et donc cette formule-là, elle va me donner le même résultat, et elle doit être copiable. J'ai bien mis ça en pourcentage, ce qui me permet d'obtenir tout de suite le résultat sous la forme d'un pourcentage. Et donc si je le prends, évidemment, je peux prendre ça, d'accord? Et quand je vais le recopier partout, eh ben, ça va marcher. Et bien sûr, mathématiquement, si vous sommez les différentes colonnes, vous allez trouver 1, évidemment. D'accord? Si je fais ici, pour vérifier, si je fais la somme de tout ça, par colonne,
Ça ne peut pas être autre chose que 1. Si c'est autre chose que 1, c'est que Excel se trompe ou que j'ai fait une énorme erreur. D'accord? Donc ça me donne 100%, bien sûr. Je n'ai pas besoin de le vérifier, c'est juste pour vous mettre à l'aise sur Excel. Ok, donc j'ai répondu à la première question sur Excel. Il faut vraiment que vous essayiez de faire du Excel à la maison. Est-ce que vous arrivez à faire du Excel chez vous? Vous y arrivez ou pas? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Monsieur, pourquoi vous n'y arrivez pas? Vous faites, Comment? Non, mais pour découvrir, vous savez, il faut pratiquer, hein. Si vous pratiquez pas, si vous regardez ce que je fais et si vous regardez des vidéos et des machins, il y a un moment, c'est à vous de faire, quoi. Et ça, moi, je le ferai jamais à votre place. Et je peux pas me modifier. Vous voyez, déjà, je trouve que moi, c'est beaucoup de questions que je me pose. Et finalement, je me dis bon, là, quand même, on n'est pas sur un rythme échevelé hein, dans ce qu'on fait. Hein. Donc après, si vous faites ça chez vous, si vous le refaites chez vous, refaites tout ce que je fais chez vous. Vous aurez 20 à l'examen ou 18 parce que vous ferez des erreurs d'inattention. Mais c'est pas plus compliqué. Mais il faut le faire chez vous. Donc, il ne faut pas que vous attendiez, hein, parce que plus vous attendez, évidemment, dans Excel, il y a des trucs qui sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus intéressants. Il faut que vous passiez à un niveau supérieur après. Ok. Donc, il faut vraiment que vous manipuliez Excel. N'oubliez pas que vous pouvez aussi le faire sur Google Sheet ou sur d'autres types de logiciels. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir Excel. Vous pouvez prendre un Google Sheet, c'est une application sur Google, c'est gratuit. Vous pouvez importer des fichiers Excel dedans, les exporter. Vous pouvez faire exactement la même chose que ce que je fais là. Et les fonctions, c'est les mêmes. Hein. C'est somme, machin, égal, pareil. Vous me direz, je pourrais le faire aussi sur Google ici, hein, c'est vrai. La prochaine fois, tiens, on le fera sur Google. C'est moins bien, c'est un peu moins bien, je trouve ça moins ergonomique. Mais c'est totalement compatible. Ok, donc on vient, donc on a fait ça. D'accord, donc ce tableau, bah, on l'a complété sur Excel. Donc vous regarderez sur Excel. Calculer les indices de valeur pour 2000 et 2010, base 100 en 90. Alors, on nous dit calculer... Bon, moi, j'essaie de répondre aux questions. Hein. Les indices de valeur, d'accord, base 100, 90. Donc, un indice de valeur, si c'est base 100, 90, la première colonne, c'est toujours 100 et 100. D'accord? Et puis là, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre la valeur en 2000 divisé par la valeur en base 100 multiplié par 100. Vous allez faire 400,0 pour les biens, divisé par 316,4 fois 100. OK? Et puis là, qu'est-ce que vous allez mettre là? Vous allez mettre, c'est en base 100, 90, donc il faut toujours comparer par rapport à 90. Là, vous allez mettre 532,4 divisé par 316,4 fois 100. OK? Vous trouvez un certain résultat. Vous l'avez fait? Vous avez trouvé combien là? Ça vaut combien ça? Combien vous avez trouvé? C'est pas mal de préparer les fiches avant de venir aussi. Allez-y. 126,40. Ok, on vous fait confiance. 41. On va le vérifier sur Excel après. Vous voyez, si je dois mettre une formule Excel, ok, quelle formule Excel je dois mettre pour la recopier? Puisque là, j'ai ma feuille Excel, c'est pour ça que maintenant je mets une feuille Excel. Comme ça nous permet de faire du Excel directement. D'accord? On va prendre la valeur... ah oui, non, Excel, c'est pas, faut pas mettre comme ça, il faut... Elle est où ma gomme? Elle est là. D'accord? Donc je reprends mon stylo. Je vais prendre la valeur, je vais prendre C11. D'accord? C11, c'est bien C11. C'est pas C11, c'est C12, excusez-moi. C'est C12. Je vais le diviser C12 par B12. Et je vais le multiplier par 100. Mais comme je veux que cette formule soit recopiable, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un dollar où? Entre le B et le 12. Parce que je veux figer le 12. C'est pour ça que je vais laisser un trou à dessein pour pouvoir rajouter le dollar. D'accord? Et ce qui est bien, c'est que si je rentre cette formule, vous voyez qu'elle est recopiable à droite. Et non seulement elle est recopiable à droite, mais elle est recopiable dans tout le tableau. Parce que si je prends la ligne en dessous, d'accord, je vais décaler
je vais décaler, si je prends la ligne en dessous, je vais passer à C13. J'ai calculé, passé à C13 et je vais me maintenir dans le... non, mais non, c'est pas $12. C'est $B12. D'accord? Je veux la recopier. Donc là, oh là là, ça va pas, hein. Comme la semaine dernière, je suis pas en forme. D'accord? Ici, il faut bien mettre un B12. D'accord? Ce que je veux, c'est la recopier. Donc, ce que je veux, c'est que l'année 1990 reste la référence. Donc, le dollar, il faut que je le mette là. D'accord? C'est bien le B que je veux figer, et pas le 12. Ok? Puisque, après, si je recopie cette formule, ok, c'est bien le B que je vais figer, et si je la recopie en dessous, bah, le C, il restera C, mais il va se transformer en C13, donc ça va être pour les services marchands, et ça va être comparé à B13, d'accord? Donc c'est bien ce que je veux faire. Donc c'est bien ça, ce que je dois recopier. C12 divisé par $B12. $B12, ça veut dire que je fige la colonne B. Oui? Vous, dans votre tableau, vous, c'est arrondi, alors nous, on a 399 et 96. Ça va donner le même résultat, du coup. Sur le... c'est clair. Enfin, vous, c'est les arrondis. Non, mais bien sûr. Pour répondre à votre question, je vous propose qu'on passe sur la feuille Excel. Comme ça, je vais voir si sur la feuille Excel c'est clair. D'accord? Vous avez combien, vous? 399,96. Et vous avez 400. Ok. Regardez ce qui est inscrit en 399,96. C'est parce que j'ai choisi de mettre qu'un seul chiffre après la virgule. Ok? Donc si vous me dites, vous préfériez avoir deux chiffres après la virgule, why not? Dans ces cas-là, d'accord? Alors, comme vous voyez, dans le tableau, en fait, il n'y a que deux chiffres après la virgule. Si vous rajoutez après, ça met des zéros. D'accord? Ça, c'est l'avantage d'Excel, c'est que sur Excel, vous ne posez pas ce genre de questions. Vous rentrez, ça va calculer tous les arrondis, puis après, vous mettez la précision que vous voulez mettre. Donc, et bien sûr, ça ne modifie en rien le truc du coefficient budgétaire qui est à côté, puisque lui, il a calculé en tenant compte de toute la précision. Mais simplement, il vous a donné la réponse avec l'arrondi ensuite qui est bien calculé. Oui, je veux dire, par exemple, le partiel, c'est pas avec Excel, c'est à la main. Ça veut dire que si le chiffre c'est 400 et 399,96, ça n'a pas le même résultat. Ah mais attendez, oui, bien sûr. Vous inquiétez pas. Enfin, vous pouvez toujours vous inquiéter, il faut toujours être inquiet, mais non, ça va aller, ça va le faire. Donc regardez, indice base 100, c'est ce que j'ai fait là, hein, d'accord? C'était ce qu'on voulait faire. Donc on a dit, c'est égal à quoi? C'est égal à ça, divisé par ça, d'accord? Mais là, il faut mettre le dollar devant, il faut multiplier par 100. C12 divisé par $B12 multiplié par 100. D'accord? Hop. 126,41. Et évidemment, cette formule, je peux la recopier partout. Ok? C'est ce qu'on avait trouvé? Ouais, c'est ce que vous avez trouvé. Donc, au lieu de passer votre temps à taper sur votre calculette, vous utilisez Excel et c'est fait en deux coups de cuillère à peau. D'accord? Ok? Et bien sûr, sur le total, le total, c'est le même calcul hein, qu'on fait. Et évidemment, l'indice total, c'est pas la moyenne des indices des autres. D'accord? Ça marche pas comme ça. Ok. Donc on a répondu, me semble-t-il, à la première question. C'était la première question. Dans la deuxième question. Quel problème pose ce type d'indice pour analyser l'évolution de la dépense des ménages? Ah bah oui, c'est... Ben, le problème de ce type d'indice pour analyser l'évolution de la dépense des ménages, c'est que justement, il ne décompose pas entre un effet prix et un effet quantité. Dans les faits, il peut y avoir une déformation de la structure de dépenses des ménages. Je pense que c'est ça la réponse qui est attendue à la question. D'accord? Donc une déformation de la structure de la dépense des ménages. Et donc on n'est pas capable, en faisant ce type de calcul, de capturer justement ce qui provient de cette déformation. Je pense que c'est ça la réponse attendue. Je trouve que la question n'est pas très très claire. Ok.
en prenant l'exemple de l'année 2000, montrer que l'indice des valeurs peut être calculé comme le produit de l'indice de prix et de l'indice de quantité. Alors là, on nous fait un truc, c'est qu'on nous donne un nouveau tableau dans lequel on nous dit, bah, ok, on va faire comme si, c'est totalement faux, mais on va faire comme si les différentes catégories étaient des catégories homogènes. C'est-à-dire que dans bien, il n'y aurait pas un bien, il n'y aurait pas des biens, il n'y aurait qu'un seul bien. Dans service marchand, il n'y aurait qu'un seul service marchand. D'accord? Dans les services non marchands, il n'y aurait qu'un seul service non marchand. Donc, évidemment, dans ces cas-là, ça signifie qu'on est capable de distinguer dans la dépense ce qui provient, donc dans la dépense en bien, je ne sais pas, peut-être ça peut être la valeur du bien, on va appeler ça V plutôt que dépense, ça me paraît plus. C'est quoi? C'est le prix du bien multiplié par la quantité du bien. Évidemment, ça me paraît un peu bizarre de dire ça parce que vous allez me dire, mais c'est quoi ce bien? Bah, c'est un bien qui vaut 1 euro, qui vaut 1,10 € la fois d'après. Je ne sais pas ce que c'est. Imaginez que c'est le prix de la baguette de pain, d'accord, qui représente tous les biens, et dans ce cas-là, vous avez cette relation-là. Et donc, évidemment, on le fait de manière à ce que ce soit cohérent, que notre tableau soit cohérent. C'est-à-dire que, rappelez-vous que la dépense de biens, dans le truc précédent, c'était 316,4, d'accord? 316,4, c'est bien 1,0 multiplié par 316,4. Et mon tableau, il est tout le temps fait de cette manière-là, d'accord? Donc, du coup, l'indice de valeur tel qu'on l'a calculé pour le bien, donc l'indice de valeur tel qu'on l'a calculé pour le bien, c'est quoi? C'est le V en bien en 2000. Alors, c'est un peu pénible, on va mettre comme ça, mais c'est vraiment divisé par le V en bien en 1990. Ça, c'est l'indice de valeur multiplié par 100. C'est l'indice de valeur tel qu'on l'a calculé dans le tableau précédent. On est d'accord? Donc, bien sûr que ceci, c'est aussi le P 2000 bien multiplié par le Q 2000 bien divisé par le P 1990 bien multiplié par le Q 1990 bien, le tout multiplié par 100. Et bien sûr que ensuite, je peux séparer ça puisque précisément j'ai mis des croix. Donc ici, quand je mets une croix, c'est que justement, c'est pas un produit scalaire. C'est pour ça que je vous dis, en fait, il n'y a qu'un seul bien. Donc dans ces cas-là, je peux séparer ce qui provient des prix et ce qui provient des quantités. Donc c'est ça qu'on nous demande de faire. Donc là, je peux mettre P 2000 bien divisé par P 1990 bien. Ça, c'est quelque chose qui a à voir avec un indice de prix. Et puis je peux le multiplier par un indice de quantité qui est Q 2000 bien multiplié par Q 1990 bien. Le tout multiplié par 100. D'accord? Donc en fait, ça, c'est bien quelque chose qui a à voir avec un indice de quantité, un indice de prix. Ça, c'est bien quelque chose qui a à voir avec un indice de quantité. D'accord? Mais si je veux avoir les résultats, il faut que je divise le tout par 100. Parce que n'oubliez pas qu'un indice, c'est tout le temps en base 100. Donc si je multiplie 100 par 100, ça va me donner 10 000. Donc il faut que je redivise par 100 pour obtenir quelque chose qui soit en base 100. OK? Donc montrer que l'indice de valeur peut être calculé comme Prenons l'exemple de l'année 2000. Montrer que l'indice de valeur peut être calculé comme produit de l'indice de prix et l'indice de quantité. D'accord? Ça voudrait dire quoi sur Excel? Donc on va vérifier que ce résultat est juste. Évidemment qu'il est juste. Quoi, je sais pas, d'ailleurs, je ne me rappelle plus très bien ce qu'on va faire là. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de faire quoi? Ah oui, on nous demande de faire par rapport à ce tableau-là. Ça c'est quoi? Ah oui, d'accord. Bon, je vérifie. Donc ça c'est mon tableau initial, d'accord? Je vérifie que
en faisant P par Q, ça me donne la même chose que ce tableau-là. D'accord? Donc bien sûr, ce tableau-là, c'était le tableau sur lequel on travaillait au départ. D'accord? Vous voyez là, en fait, on a décomposé ce tableau en un truc prix et quantité. Évidemment, ça nous donne le même tableau, sinon on aurait un problème. D'accord? Sinon, ça ne serait pas cohérent. Il faut bien que la dépense soit P fois Q. Sinon, l'exercice ne serait pas cohérent. Donc, ce que je dis juste, ce qu'on nous dit, c'est que, effectivement, on est capable, quand vous raisonnez sur les indices, vous voyez, par exemple, 126,41, c'est bien l'indice de dépense, mais c'est aussi, vous pouvez prendre l'indice de prix de biens en 2000, vous faites quoi? Vous faites 1,1 divisé par 1 multiplié par 100. Ça vous donne 110. D'accord? Si vous faites l'indice de quantité en 2000 pour le bien, ça va vous faire quoi? Ça va faire 363,6 divisé par ceci multiplié par 100. Ça, c'est bien un indice de quantité. On est d'accord? Si maintenant, je le mets au milieu, vous multipliez les deux. Si vous faites l'indice de prix multiplié par l'indice de quantité, ça va vous donner un indice de valeur. Sauf que, bien sûr, pour que ça marche, il faut que je le divise par 100. Parce que si je ne le divise pas par 100, ça va me faire 100 fois 100, ça va me faire 10 000. Ça ne va pas aller. Donc je divise par 100 et je trouve 126,40, 900, etc. Et 126,40, c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. D'accord? C'est la même chose. D'accord? Ce nombre-là et ce nombre-là, c'est le même. Bon, après, là, il y a une petite virgule, j'ai mis... il faudrait que j'aille chercher encore un arrondi plus loin pour que vous en soyez totalement convaincu. C'est exactement le même. Pourquoi? Parce que, simplement, quand vous avez des grandeurs simples, vous multipliez un indice de prix par un indice de quantité, vous obtenez ça. Ok, donc c'est ce qu'on a vérifié. On peut vérifier que c'est tout le temps vrai. Donc ça, vous le faites vous-même. On a fait la question. Expliquer la différence entre un indice de Lasper et un indice de Pache. Ça, c'est une question de cours. Bon. Donc, pour expliquer cette différence, c'est juste un rappel de cours. Moi, bon, faire des rappels de cours, ça peut être intéressant, mais une valeur, c'est quoi? La valeur d'un panier, c'est un produit scalaire. C'est la somme de I égale 1 à N des pays QI. D'accord? Moi, j'aime bien noter ça, P scalaire Q. D'accord? C'est beaucoup plus rapide. Donc, maintenant, évidemment, imaginez que vous ayez une année 0 et que vous ayez une année 1. Donc, l'année 0, V0, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'en mettant des produits scalaires, ça m'évite de réfléchir tout le temps à ces questions d'indices, pays, machin, etc. V0, c'est P0, le prix à la date 0, scalaire, les quantités à la date 0. D'accord? Et V1, c'est P1, scalaire Q1. Donc, ça, c'est vrai dès lors que vous additionnez des torchons et des serviettes. Dès que vous avez des biens, il faut mettre des prix pour pouvoir pondérer chacun des biens. Donc, tous les agrégats macroéconomiques, la consommation mesurée par l'INSEE, le PIB mesuré par l'INSEE, sont basés sur des produits scalaires. D'accord? Ce sont tous des produits scalaires, avec plus ou moins de précision. D'accord? Et même les sous-indices, les biens, c'est aussi des produits scalaires. Donc, vous avez plein de produits qui sont référencés, et puis vous faites un énorme produit scalaire avec, je sais pas, 1500 produits de base, et puis vous regardez ce que ça donne. Et vous avez la valeur de ce qui est dépensé. Et ça doit couvrir l'intégralité de la dépense. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est, dans l'évolution de la valeur, distinguer ce qui provient de l'évolution des prix de ce qui provient de l'évolution des quantités. Donc, précisément, vous voudriez, par exemple, mesurer l'inflation, donc mesurer la hausse du niveau général des prix. Donc, pour faire ça, vous pouvez calculer un indice qu'on va noter de cette manière-là, qui est l'indice de Pache des prix, l'indice de Lasper des prix. L comme Lasper, 1 par rapport à 0, parce que 0 c'est l'année de base, P comme prix. Donc comment vous allez faire? En fait, vous allez comparer la valeur de deux paniers de biens. Et ce qui vous intéresse, c'est de regarder l'influence du prix. Donc un indice de Lasper, ça se calcule en comparant le prix 1 au prix 0. Ça, c'est le truc de base. C'est bien le prix que vous allez comparer. Mais évidemment, cette écriture-là, s'agissant d'un vecteur, elle n'a aucun sens. Ça, vous pourriez le faire si c'était juste avec un seul bien.
il faut que vous mettiez ici, pour pouvoir le comparer, la structure des quantités, ou les quantités. Et donc, un indice de l'Asper, ça revient à utiliser comme structure initiale la structure des quantités à la date 0. Et vous multipliez par 100. D'accord? C'est ça un indice de l'Asper. C'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure pour l'histoire d'effet de structure. Vous neutralisez les quantités, vous les figez, d'accord? Et vous comparez les prix. Ça, c'est un indice de l'Asper. Maintenant, donc de la même manière, je peux calculer aussi un indice de l'Asper des quantités. Quand vous mesurez la croissance, justement, vous voulez neutraliser de l'effet des prix. Donc vous voulez calculer un indice de l'Asper des quantités, donc avec Q. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez comparer la production à la date 1 à la production à la date 0. Mais évidemment, ceci n'a pas de sens. Pour le calculer, il faut que vous le combiniez avec autre chose. Et cette fois, c'est toujours un indice de l'Asper, donc vous allez utiliser le prix à la date 0, comme si les prix ne s'étaient pas modifiés, étaient restés à ceux de la date 0. Là, je viens de calculer un indice de l'Asper des quantités. Ensuite, on vous demande, c'est quoi un indice de Pasch? Un indice de Pasch, c'est aussi bien sûr comparer le prix de la date 1 au prix de la date 0, d'accord? Donc c'est un indice de prix. Donc c'est le Pasch des prix. P comme Pasch, petit p comme prix. Mais cette fois, ce que vous avez utilisé comme structure, ce n'est pas le Q0, mais c'est le Q1. La structure terminale. C'est ça un indice de Pasch. Ça, c'est le PAF des prix. Le PAF des quantités, vous avez compris que le principe reste le même. Vous devez comparer Q1 à Q0. D'accord? Donc, le premier ingrédient, c'est d'avoir quelque chose qui vous compare Q1 par rapport à Q0. Mais évidemment, cette écriture-là n'a pas de sens. Ok? Ce qu'il faut, c'est combiner quelque chose. Comme c'est un indice de Pasch, vous allez prendre les prix, mais les prix, bien sûr, vous allez prendre les prix, mais les prix sont figés à la date terminale. Donc, vous faites ça comme ça. Ok? Expliquer la différence entre l'indice de l'Asper et un indice de Pasch, c'est que l'indice de l'Asper, il fige à la date terminale, alors que l'autre, il fige à la date initiale. Si vous regardez ici, ok, parce que là, on avait fait ce type de calcul, dans cette formule, vous vous rappelez, on avait comparé le salaire moyen entre 11 et 6, et c'était exactement aussi le même type de calcul avec un produit scalaire. Vous voyez que ça, vous pouvez le qualifier de l'Asper des salaires, puisque vous regardez la structure en 2006 et vous comparez, donc la structure initiale, ça c'est bien un l'Asper des salaires, ça c'est un Pasch des structures. Pourquoi? Parce que vous figez avec le salaire terminal. Donc ça c'est un l'Asper des salaires, et ça c'est un Pasch des structures. Ici de l'autre côté, ça, c'est quoi ça? C'est un Pasch ou c'est un l'Asper? De quoi? C'est un l'Asper des structures. D'accord? Puisque, effectivement, vous comparez la structure d'année 11 à la structure d'année 6 en utilisant le salaire initial. Donc c'est un l'Asper des structures. Et ça, c'est un quoi? C'est un Pasch du salaire, puisque vous utilisez la structure terminale. D'accord? Et donc, vous voyez, il y a une espèce de ruse, qui est que, c'est ce que vous avez dit, c'est que, vous voyez, là, vous avez un l'Asper par un Pasch, et là, vous avez un Pasch par un l'Asper. Et ça vous donne le résultat. Donc il faut combiner le l'Asper avec le Pasch pour obtenir la valeur. C'est une propriété fondamentale du Pasch et du l'Asper. Et alors, soit vous pouvez faire Pasch, prix, l'Asper, quantité, soit vous faites l'Asper, prix, Pasch, quantité. Mais si vous faites un l'Asper des prix avec un l'Asper des quantités, ça ne va pas vous donner le bon résultat. C'est juste mathématique. On va voir si on va utiliser ça. Donc une fois que vous avez compris ça, le reste, c'est pas très difficile. Donc c'est juste des questions de notation et après de petits calculs sur lesquels il ne faut pas se tromper. Calculer un indice de prix de l'Asper pour 2000 en prenant l'année 90 comme référence.
Vous le ferez tout d'abord directement, puis à partir des indices élémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, vous le ferez tout d'abord directement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, on nous demande de calculer un indice de prix de l'Asper pour 2000 en prenant la 90 comme référence. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un Asper des prix. Donc vous allez comparer les prix de 2000 ici avec les prix de 90 qui sont là. D'accord? Donc ça, c'est mon vecteur P1. Ça, c'est mon vecteur P0. D'accord? Dans mes notations. Et pour le faire, puisque c'est un Asper des prix, vous allez le combiner avec ça, avec Q0. Donc, il faut que vous fassiez une opération. Donc, le Asper des prix de 90, de 2000 par rapport à 90 des prix, d'accord? C'est juste les prix de 2000 sur le prix de 90, c'est bien ça que vous comparez, d'accord? Et puis, vous allez le combiner avec quoi? Vous allez combiner avec les quantités de 90, les quantités de l'année initiale. Et puis, bien sûr, vous multipliez par 100 pour que ce soit le bon résultat. Donc, vous pouvez le faire en termes de somme prod, puisqu'un produit scalaire, ce n'est rien d'autre qu'un somme prod. Vous allez faire le somme prod des prix en 2000, donc c'est quoi? C3, C6, d'accord? Point virgule, puisque c'est comme ça c'est la syntaxe Excel, hein. Il faut savoir, il faut mettre un point virgule, il faut pas mettre une virgule. Point virgule, C3, C6, avec F3, F6, d'accord? Et puis ici, au numérateur, en fait, c'est juste la valeur, hein. C'est somme prod toujours. Et cette fois, c'est pas C3, C6, mais c'est B3, B6, avec F3, F6. Excusez-moi, n'oubliez pas que sur Excel, il faut mettre une barre, hein, pour faire une fraction. Ici, je fais comme si on mettait dessus, mais sur Excel, vous ne pouvez pas l'écrire comme ça. Et puis, vous multipliez le tout par 100. OK? Vous avez trouvé l'indice de l'Asper. Donc, il faut le calculer, c'est un peu pénible. Vous l'avez fait? Quelqu'un l'a fait? C'est combien? On va voir. Vous avez trouvé 126,4, d'accord? On va regarder si c'est juste ou pas. Pour regarder si c'est juste, on le fait juste sur Excel. D'accord? Donc je le cache. J'ai là. Alors, vous voyez, ce que je veux calculer, c'est cette quantité-là. Oh là, j'ai l'impression que je n'ai pas trouvé 126,4, on va voir. Donc pour les biens, c'est ça. Pour les biens, donc ce qu'on doit calculer, c'est bien ça, hein. C'est 2000 par rapport à 1990 pour les biens. Pour le total, pardon. C'est pour le total, puisque c'est bien sûr, c'est pour le total, hein, c'est pour l'intégralité. Donc ça me fait quoi? Ça me fait somme prod. J'ai dit, alors c'est un peu au-dessus, hein, donc voilà, c'est somme prod des prix en 2000, d'accord, combiné avec les quantités en 90, d'accord, les quantités en 90, elles sont là, donc ça me fait ça au numérateur, divisé par somme prod des prix en 90, combiné avec les quantités en 90, elles sont là. Ça fait ça, c'est ça la formule, et cette formule, je la multiplie par 100. C'est ça que j'ai dit, d'accord? Donc le résultat, c'est ça, 113,17. Donc c'est pas ce que vous aviez trouvé. Non mais, pour les biens, justement, c'est l'indice de l'Asper n'a d'intérêt que parce que c'est un produit scalaire. Si vous me demandez de calculer un indice de l'Asper pour un seul bien,
c'est comme un indice, c'est pas un indice, c'est un indice élémentaire, c'est pas un indice complexe. D'accord? Donc l'intérêt de ce calcul, c'est de le faire pour un panier, pas pour un seul bien. Bon, évidemment, les biens, ok, c'est bien ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a développé le concept, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Donc on trouve 113,7. C'est bon? Quoi, c'est bon, c'est ce qu'on trouve. Donc voilà, on a trouvé 113,7. Et bien sûr, ce qu'on a fait là, vous voyez, cette formule-là, si on nous demande en dessous, on nous demande de calculer 2000. Ah oui, en dessous, on nous demande de calculer la même chose pour les quantités. Pour les quantités, d'accord? Comment on fait pour les quantités? Cette fois, on doit combiner somme prod de quoi? Entre 2000 et 90 pour les quantités. Ben pour les quantités, quand vous regardez au-dessus, ce qu'on doit combiner, c'est les quantités de 2000 avec les prix de 90. Donc, au numérateur, on met le prix de 90, somme prod B3, B6, avec les quantités de 2000. OK? Et on divise par quoi? On le divise par le somme prod des prix de 90 avec les quantités de 90. Là, je viens de calculer un Lasper des quantités. Je multiplie par 100, il faut qu'il y ait un Lasper des quantités. 120,37. D'accord? Donc là, vous arrivez à l'idée que les prix ont augmenté de 13,17% et que les quantités ont augmenté de 20,36%. Et vous voyez, c'est une augmentation à structure inchangée des prix ou des quantités. C'est de l'Asper. Oui? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas utiliser le même indice pour les prix et pour les quantités. Non, mais là, je réponds à la question. Non, c'est-à-dire, non, je ne réponds pas à la question. Quand je fais cette décomposition, quand je regarde l'évolution de la totalité, vous voyez, c'est la combinaison d'un patch et d'un Lasper. Mais si on me demande le Lasper des prix et le Lasper des quantités, je réponds à la question. Dans la réalité, je ne sais pas si c'est la réalité, c'est un indice d'inflation, c'est un Lasper, d'accord? C'est un Lasper des prix, c'est basé sur un Lasper des prix. Et maintenant, vous pourriez me dire, mais quand on mesure la croissance réelle, on dit la croissance réelle a été de temps, on a enlevé l'évolution des prix. Parce qu'on prend, c'est aussi un Lasper des quantités. On ne prend pas un patch, on prend un Lasper. D'accord? Donc, le plus souvent, ce qu'on utilise, c'est un Lasper, c'est des Lasper, d'accord? Mais n'oubliez pas que, dans ce que j'ai écrit là, vous voyez bien que si vous cherchez après à regarder de combien ça a augmenté en nominal, au total, ben, il faut bien combiner un Lasper avec un patch. Et pas deux Lasper ou deux patchs. Un peu subtil. Maintenant, vous l'avez vu aussi quand on a fait cet exercice, la différence entre les deux, il fallait chercher beaucoup de chiffres après la virgule pour voir la différence. Il y en a une petite. Approximativement, ça va donner un peu le même résultat. Approximativement. C'est un sujet sur lequel on va revenir de toute façon. Donc c'est pas 126,4, c'était 113,7, ou je sais pas. D'accord? Et bien sûr, c'est un intérêt, parce qu'on le fait pour une grandeur complexe, on ne le fait pas ligne par ligne. On avait déjà souligné ce point. OK. En utilisant l'une des deux méthodes... Ah, non, parce que oui. Alors après on nous dit, vous le ferez tout d'abord directement, puis à partir des indices élémentaires. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez vu en cours ou pas. Vous avez qui en cours? Vous avez cours le mardi matin ou le vendredi? Le vendredi? Ah, vous êtes mélangés, d'accord. OK. Bon, il y a un résultat de cours qui est le suivant, qui est un peu, qui est un résultat important auquel il faut réfléchir un instant. Et pour réfléchir à ce résultat-là, quand vous décrivez un Lasper, d'accord? Un Lasper, j'ai dit, c'est un P1 scalaire Q0 divisé par un P0 scalaire Q0 multiplié par 100. D'accord? Et une fois n'est pas coutume, j'ai supposé qu'il y a deux biens. J'ai développé la formule
non pas sous la forme d'un produit scalaire, mais pour que vous compreniez le résultat auquel je vais aboutir. Supposons qu'il n'y ait que deux biens. D'accord? C'est un panier avec deux biens, c'est le cas le plus simple, ça nous évite de faire de PI, machin. D'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que P1, Q0, c'est quoi? Il y a deux biens, et ces deux biens, c'est le bien 1 et le bien 2. D'accord? Ok? Donc vous avez le prix du bien 1 à la date 1, multiplié par la quantité de bien 1 à la date 0, d'accord? Plus le prix du bien 2, vous voyez, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, il ne faut jamais se tromper. Le prix du bien 2 à la date 1, multiplié par la quantité de bien 2 à la date 0. Ok? C'est ça le P1Q0. Et puis en dessous, vous avez le P1 0 multiplié par Q1 0, plus le P2 0 multiplié par Q2 0. D'accord? Donc c'est ça le calcul qu'on fait. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Ça, pour alléger un peu la notation, c'est ce qu'on a appelé le V0 à un moment. La valeur, d'accord? C'est la valeur à la date 0. Ce qui est au-dessus, c'est pas un V0, c'est pas un V1, c'est quelque chose qui combine des prix de la date 1 avec des quantités de la date 0. Donc, je préfère ne pas dire ce que c'est. Vous voyez que, bien sûr, je peux toujours décomposer ça en deux éléments. Je peux casser et écrire ceci de cette manière-là. Ce que j'ai simplement, c'est l'addition qui figure au numérateur. Je peux en faire deux morceaux. OK? Bon. J'ai pas repris en bas, j'ai mis V0 pour pas avoir des formules super longues. OK? Et ce que vous voyez, c'est que, en fait, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez le P1, ce premier terme-là, d'accord, je peux le réécrire de la manière suivante. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai simplement mis P10 au numérateur et P10 au dénominateur. Et l'autre là, je peux l'écrire, je vais vous dire pourquoi je fais ça après. Hein. Je peux l'écrire de la manière suivante. Là, je mets le P20 au numérateur et au dénominateur. Et pourquoi je fais ça comme ça? Pourquoi je fais cette décomposition? Ok? Dans ce que j'ai fait là. Bah, c'est que vous voyez que ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? C'est les coefficients budgétaires. Ça, c'est le coefficient budgétaire du bien 2 à la date 0. Je vais appeler ça alpha 2, 0. C'est la part P20 fois Q20 divisé par V0. C'est la part que vous consacrez à la dépense en bien 2 à la date 0. Ça, c'est alpha 1, 0. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Et évidemment, j'ai oublié le multiplier par 100 à chaque fois. Voilà. Là, vous allez me dire... Alors, comme j'ai oublié le multiplier par 100 à chaque fois, ce que je vous propose, c'est que je l'enlève et que ce que je calcule, c'est le l'asper divisé par 100. C'est des coefficients multiplicateurs. Donc, ça, c'est quoi P1 divisé par P1 0? C'est l'indice élémentaire d'augmentation du prix du bien 1. Et ça, c'est l'indice élémentaire d'augmentation du bien 2. Autrement dit, vous voyez que le l'asper P1, ça c'est quoi? Dans mes notations, c'est ce que j'ai appelé le I1, 0 pour le bien 1 du P1. C'est un indice élémentaire. Et donc, l'asper des prix divisé par 100, d'accord, ce n'est rien d'autre que le I1, 0 divisé par 100 multiplié par alpha 1, 0 plus le I1, 0 du bien 2, l'indice élémentaire d'augmentation du prix bien 2, divisé par 100, multiplié par alpha 2, 0. N'oubliez pas que alpha 1, 0 plus alpha 2, 0 somme à 1. Et là, on a un résultat qui se comprend bien, qui nous dit juste que l'indice des prix de l'asper des prix, en fait, c'est une moyenne. C'est une moyenne de l'indice de chacun des biens. D'accord? C'est une moyenne pondérée par quoi?
pondéré par les coefficients budgétaires initiaux. Donc vous avez compris, pour calculer un indice d'inflation, il suffit juste de regarder de combien augmente le prix de chacun des biens et de faire une espèce de moyenne de toutes ces augmentations. Mais moyenne pondérée, bien sûr. Pondérée par quoi? Pondérée par l'importance du bien dans votre dépense, qui est le coefficient budgétaire. À quelle date? À la date initiale, parce que c'est un indice de l'ASPER. Et donc, vous allez vous dire, pour un indice de Pache, on prendra le coefficient budgétaire terminal. On verra que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est cette propriété-là qui est intéressante. C'est que l'indice d'inflation, bien sûr, vous pouvez le voir de deux manières, soit en calculant le LASPER tel qu'on l'a calculé directement, soit en disant, l'indice d'inflation, ce qu'on lui demande, c'est d'être un peu un indice moyen d'augmentation de tous les prix. Moyen pondéré par quoi? Pondéré par le poids du bien dans votre dépense, votre consommation. D'accord? Et pondéré à la date initiale. C'est ça l'indice de l'ASPER. Donc on reprendra ça la semaine prochaine. Et voilà, donc à la semaine prochaine.